Państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj występuję w imieniu Fundacji Olgi Tokarczuk, która ma przyjemność ogromną zorganizować. Peut-être qu'on va traduire qui ne comprend pas le polonais, enfin qui comprend mal. Vous devez, vous êtes. Et Anastasia est là Monsieur, aussi. Anastasia et Marta. Bon, il y a 3 personnes, donc je vais traduire vite fait. To ja przetłumaczę. Bo Małgosia jest zmęczona, więc nie będziemy Małgosi. Nie będziemy jej fatygować. Alors, więc teraz. Bardzo serdecznie witamy. No to możesz 3 zdania. Mam krótką pamięć, ale 3 to wyrobię. Jako Fundacja Olgi Tokarczuk bardzo serdecznie Was witamy na dzisiejszych warsztatach. Nous vous accueillons chaleureusement et sommes ravis de vous voir si nombreux aux ateliers de traduction de ce matin. Jako fundacja. En tant que fondation de Olga Tokarczuk. I chciałam powiedzieć, że dzisiaj właśnie inaugurujemy, jesteście pierwsi w naszym cyklu 4 wydarzeń, takich dużych wydarzeń, które organizujemy w Paryżu u Was. Donc, vous êtes les premiers. Nous inaugurons un cycle de 4 événements à Paris, justement, et vous inaugurez le cycle. Później będziemy w Paryżu, w Madrycie i w Amsterdamie. Ah oui, donc tu veux dire, c'est pas les 4 événements à Paris, mais les 4 événements semblables, des ateliers, donc Paris, Berlin, Madrid et Amsterdam, ça vous comprenez. Non, parce que ce soir, il y a aussi une rencontre à la librairie polonaise. Vous êtes très bien, vous êtes attendus et on compte sur vous. Tak, chciałam właśnie również zaprosić Was na dzisiejsze wydarzenie wieczorne o 19 w Księgarni Polskiej. Nasze wydarzenia mają na celu przybliżenie polskich książek w przekładzie na języki innych krajów. Mamy nadzieję, że Wy również być może kiedyś rozważycie taką pracę na rzecz polskiej literatury. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Donc nos événements ont pour but de populariser, propager, présenter la littérature polonaise contemporaine en traduction. Et nous espérons que ce genre de séance, pour vous qui étudiez la langue polonaise, peut être utile si vous envisagez un jour de faire vos armes en tant que traducteur littéraire. Voilà, donc nous sommes ravis de vous voir. I chciałam bardzo serdecznie w imieniu Fundacji podziękować Pani profesor Małgorzacie Smolin-Goldberg za to, że nas tutaj przyjmuje. I Panu Patrykowi. Gdzie jest Patryk? Voilà. Patryk qui nous cède Dziękuję bardzo. To może pozwolę, Bon, vous avez compris. Donc, alors j'ai moi le très... czy ja to mówię mogę to mówić po francusku, czy po polsku chcieliście, żebym przywitała? Może przywitała? Jesteś u siebie, mówię. Peut-être en français. Donc, nous sommes ravis d'avoir ici dans ces murs cet atelier de traduction. Alors, je vous présente d'abord Margot Carlier, qui est une grande traductrice qui traduit de la littérature polonaise depuis, corrige-moi, 25 ans au moins. Oui, 25 ans, qui est auteur de traductions de très nombreux écrivains polonais. Je citerai Wiesław Myśliwski, par exemple, Hanna Kral. C'est elle qui a fait découvrir Hanna Kral en France et qui a travaillé aussi à faire connaître l'école du reportage polonais. Elle a publié un ouvrage, enfin une anthologie avec une très bonne préface sur le reportage polonais, la tradition du reportage polonais en partant de Kapuściński, de Kral et en présentant à la jeune génération comme Wojtek Torchman par exemple. Donc voilà, elle nous fait l'amitié, l'honneur, le plaisir de venir animer cet atelier malgré une sciatique cuisante et une grippe débutante. Donc nous la remercions. Terminante. Bon, ça va, donc elle ne nous contaminera pas. Donc merci. Dziękujemy bardzo, Małgosiu. Et donc Mikołaj Grünberg, que nous avons le très grand plaisir d'accueillir, qui est
un photographe au départ, qui est à peu près, enfin à 5 ans près, mais on ne mentionne pas l'âge des femmes, de la même génération qu'Olga Tokarczuk. D'ailleurs, j'ai vu que l'édition anglaise de Reivar, qui est le livre sur lequel nous travaillerons aujourd'hui, est parue avec, en 4e de couverture, une phrase d'Olga Tokarczuk qui te présente au public anglais. Voilà, le livre Reivar, donc le titre en français est différent. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça venait peut-être de la traduction anglaise. Ils ont repris le même titre. Et donc, Reivar est paru en polonais en 2017 aux éditions Nischa, je crois. Voilà, ce qui vous prouve aussi, voilà. Niche à niche. Et Olga, son intention, c'est de promouvoir des écrivains qui abordent des sujets liés aux minorités, au débat qui se déroule sur la scène littéraire polonaise. Donc 2017, le recueil de nouvelles est nominé pour le prix Nikkei. C'est en fait pratiquement tes débuts littéraires, parce qu'avant tu publies plutôt voilà, de la photographie. Il y a un album Matchwoman qui paraît... Men and Women. Men and Women? Non. Men and Women. Many Women. Ah oui, donc il y a une faute dans une page web qu'on trouve dans Internet. Donc Many Women, Many Women au pluriel, et donc qui est un album de photos qui paraît en 2008, c'est ça? Oui, mais avant j'en ai fait déjà 3 livres non-fiction. De non-fiction, voilà. Donc voilà, de toute façon tu te présenteras le mieux. Et donc l'idée de cet atelier, c'est le dialogue entre la traductrice et l'auteur. Nous avons la chance d'avoir un auteur qui est francophone, donc ça facilite les choses par rapport à la rencontre qu'on a eue avec Marta Gido, qu'on va refaire d'ailleurs. Donc c'est plus facile de discuter. Et donc on va discuter des relations auteur-traducteur. Est-ce que le contact est important? Est-ce que le dialogue est important? Est-ce que les relectures sont importantes? La réflexion sur le titre qu'a imposé, d'après ce que je comprends, l'éditeur, donc le changement de titre, enfin comment ça se passe en général. Bon, on va discuter de tout ça. Et il y a, enfin le travail donc concret, ça va être des questions que vous pourrez avoir sur le texte précis, la page qui a été choisie pour servir de base. D'accord? Czy tłumaczyć na polski, czy nie ma? Chcecie, żeby przetłumaczyć? Szybciutko przedstawiłam Margot Carlier, która jest tłumaczką polskiej literatury od ponad 25 lat, tłumaczką Wiesława Myśliwskiego, Hanny Kral. Wprowadziła, że tak powiem, na rynek francuski termin Polska Szkoła Reportażu, wydała bardzo dobry tomik, antologię reportażu polskiego z świetną przedmową, gdzie właśnie jakby wpisuje tę szkołę w tradycję środkowoeuropejską i zaczyna od Kapuścińskiego, Kral, którą potem tłumaczyła i tłumaczy Niestrudzenie. Właśnie kilka miesięcy temu się ukazał nowy tomik. To może będziesz o tym mówić, Małgosiu? Nie wiem. Tomik właśnie wybranych opowiadań Kral w nowym tłumaczeniu i bardzo taki świetny wybór dla publiczności francuskiej, która nic nie wie o Kral. Przedstawiłam Mikołaja Grünberga, którego książka, o której będziemy tutaj dyskutować, Reivar, ukazała się w 2017, nominowana do Nikkei. Jest to właściwie
debiut literacko-fikcji, tak, prozatorskiej Mikołaja na terenie właśnie sceny literackiej. Pisał raczej non-fikcję, a w ogóle jest fotografem i opublikował sporo albumów. No, jeden taki właśnie, o którym mówiłam, Many Women. No i tyle. Aha, i powiedziałam też, że będziemy rozmawiać właśnie o relacji tłumacz-autor. No w tym wypadku Mikołaj jest francuskojęzyczny, więc to jest łatwiejsze, więc może szczytywać, Małgosia nam opowie, czy lubi się kontaktować, czy to jest pożyteczne dla rezultatu końcowego. No i o tym, że czasami właśnie wydawca narzuca tytuł, jak tutaj, który jest zupełnie inny od tytułu polskiego, który jest też, powiedzmy, nieprzetłumaczalny. Jak przetłumaczyć Rejwach, prawda? Ale możemy sobie tutaj podyskutować, jakby można było, prawda? Gdyby nie było narzuconego tego tytułu. No i tyle, to chyba siadamy i dostaliście tę stronę, o której będziemy dyskutować i którą można ewentualnie właśnie, gdybyście mieli pytania, czy coś, zastanawiając się, jakbyście to przetłumaczyli, czy coś było naprawdę takim trudnym kamieniem do zgryzienia. Dobrze? Okej. Bon, alors on s'assied. Zaczęły się idiomy. Trudny kamień do zgryzienia. Ja właśnie tak sobie mówiąc to, a przepraszam, to są twoje rzeczy. Dobrze, to ja nie pogniotę. Donc, alors jak chcecie, żebyśmy... Poczekaj, bo ja wyciągnę te twoje pytania, które sobie gdzieś... A masz pytania? Znaczy Małgosia zrobiła taki scenariusz. No, nie, to czekaj. My sobie damy radę. No to wy sobie dacie, to ja już jakbym mogła, to słucham was i to mogę nawet sobie siąść tutaj w ławeczce. Dobra. Donc, ja będę, koło Patryka sobie siądę i wyciągnę tekst i też będę zadawać pytania. Bon, alors je cède la scène à nos deux acteurs. Et surtout participer, parce que le principe d'un atelier, c'est un travail collectif. Voilà. C'est bon. Jeśli się da się przeczytać tylko tutaj. Ja myślę, że zgasimy, a potem jak będziemy gadać o tekście, to... Voilà. Nous sommes ravis d'être là, tous les deux. Et on va travailler ensemble, on va un petit peu parler, nous, sur nos travail ensemble et aussi chacun de son côté, écrivain, traducteur. Et bien évidemment, on aimerait que ça soit une rencontre interactive, c'est-à-dire si vous avez des questions quand on parle, quand on raconte des choses, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Ça peut nous aider, même nous diriger vers des terrains qu'on n'a peut-être pas préparés. Et juste une question, est-ce que, bon, tout le monde a le texte, je suppose, est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce texte ou pas? Oui ou non? Non. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez lu? Et est-ce que vous avez lu le livre de... est-ce que quelqu'un... Ça, c'est gênant. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas demandé, j'ai pas dit manifestez-vous. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont lu ce livre? Voilà. Bon, on peut dire oui, on peut dire non, mais comme nous ne sommes pas sûrs... donc juste pour vous donner, parce que je suppose que vous lisez quand même de la littérature polonaise dans l'original ou traduite, ça c'est vraiment un livre que je vous conseille, mais vivement, c'est un livre extraordinaire, un recueil de petits textes, mais vraiment des miniatures littéraires. Chaque texte est... se termine par une chute, mais qui renverse pratiquement la narration. Et le point commun, c'est
que tout concerne, je dirais pas un problème juif parce que bon, c'est pas un problème pour moi, mais là visiblement dans ce livre ça pose beaucoup de problèmes. Donc ce sont soit des juifs, soit des polonais qui ont une difficulté certains à assumer leur judéité, ou certains tout simplement ne savaient pas qu'ils étaient juifs et apprennent à un moment de leur vie, par exemple, quand il y a une grand-mère qui décède, et eux, ils étaient tout le temps, ils se croyaient polonais, la grand-mère aussi, et tout d'un coup, elle est juive. Et il y a aussi des Polonais qui vivent mal, qui ne savent pas comment se situer dans le contexte. Et juste un texte qui me... Enfin, ce n'est pas triste, hein, enfin, ce n'est pas dramatique. Hein, il y a beaucoup d'humour, enfin, humour noir, hein, un peu humour juif. Donc, c'est pas du tout... Humour gris. Humour gris, voilà. Il y a un texte... je ne sais plus le titre, c'est deux frères qui sont entrepreneurs et qui ne sont pas juifs, mais ça marche bien leurs entreprises, leurs employés pensent qu'ils sont juifs. Donc, je ne dirais pas qu'ils le persécutent, mais ils dessinent des étoiles de David sur une potence, où ils écrivent sale juive, où ils disent que bon, ils sont rapias, ils ne les augmentent pas. Et donc, ces deux hommes désespérés finissent par aller voir un rabbin et ils lui demandent, mais est-ce que vous pouvez nous donner un certificat pour prouver que nous ne sommes pas juifs? Voilà, donc... Et donc, ma question à Mikołaj, parce qu'avant la traduction, bon, il y a un texte. Hein. Au commencement, il y a un texte. Voilà, pourquoi ce livre, qui est une mi-fiction, mi-pas fiction, parce que tu as déjà raconté que c'est suite à des conversations, à des rencontres, que tu as écrit ce livre-là, mais qui n'est pas du tout un livre, de toute façon, dans sa forme, pas du tout un livre documentaire. Donc, je suppose qu'il y a mi-vérité, mi-fiction. Et pourquoi ce livre-là, pourquoi cette forme, après les livres précédents qui étaient tout à fait différents? Moi, jusqu'au 2017, j'étais un écrivain de non-fiction. J'écrivais surtout, je faisais des bouquins qui rassemblaient des interviews avec des personnages qui étaient groupés par sujet. Mon premier bouquin, c'était sur les survivants, les juifs qui ont été nés en Pologne avant la guerre. Et moi, je les ai rencontrés dans les années 2010 en Israël, des couples. C'était un peu comme mes grands-parents qui n'étaient plus présents. Puis après, j'ai fait un bouquin sur la deuxième génération, les gens comme moi qui ont été élevés dans la maison des rescapés. Et puis après, un bouquin sur le 68 en Pologne, qui n'était pas la même chose que 68 en France. C'était pas une révolution de liberté des jeunes. Bonjour. C'était plutôt une vague, une des plus grandes vagues après la guerre d'antisémitisme, qui a provoqué un exodus de la moitié de la population juive de Pologne. Alors je passais ma vie professionnelle en écoutant des gens. En 2016, j'ai eu une proposition de la rédacteur en chef d'un des plus grands journaux, édition Weekend, qui m'a dit je vous invite, je vais vous donner place dans le journal, comme on dit, Spalta. Ouais, je sais. Enfin, une colonne. Voilà, une colonne. Je lui demande qu'est-ce que vous attendez de moi.
il me dit, je vous donne la surface et vous faites ce que vous voulez. Je savais très bien que ça ne sera pas non-fiction, parce qu'il y a des meilleurs dans le journal. Je me suis dit, je vais raconter des histoires. Et l'histoire que vous avez sur vos tables, que vous avez lue ou non, n'importe, c'était la première histoire qui est parue dans le journal. Puis après, on ne dit pas... Moi, je déteste la question si c'est vrai ou pas, mais ici, on est en cours, alors vous posez la question, moi, je réponds. Mais d'habitude, je ne réponds pas à ces questions si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que ce qui est vrai, c'est les émotions que sont ressenties par des lecteurs. Et c'est de ça que je parle. Et si c'est vrai ou pas, dans le bouquin fiction, on ne parle pas. Je publiais cette histoire. Après, je publiais une autre, 2 semaines après ou 1 mois après. J'écris une 3e. J'étais dans la queue pour être publiée. Le temps passait, l'histoire ne venait pas, ne paraissait pas. Et puis, je me suis dit, ras-le-bol, j'attends plus, j'ai plus de... comment on dit, patience. J'ai plus de patience. J'ai commencé à en écrire plus. J'en ai fait 31 ou 31. Et j'amenais ça... J'ai dit au revoir à la rédactrice en chef. Je suis parti du journal. J'ai écrit 31 histoires. Je les amenais à la maison de l'édition. Et ça a été accepté. Tout de suite. Et tant mieux. Et tant Parce que mieux. comme ça, vous pouvez lire ce livre. Enfin bon, ou ce livre. Et tant mieux. Mais tu m'as demandé pourquoi ce livre-là. Ce livre-là, après avoir écouté autant d'histoires, j'avais une envie, j'avais un rêve d'écrire une histoire de ma manière. Qu'elle soit courte, qu'il n'y a pas trop de motifs, on dit. Oui. Wątki, Oui. on dit. Panie professorze. Oui, oui. Je suis venu pour ça à la Sorbonne d'entendre d'un prof qui dit parfait. C'est moi qui dis parfait. Monsieur a dit aussi. Oh. Oui. Et là, j'ai découvert, c'est une liberté d'écrivain que j'ai découvert, d'écrire des histoires courtes, très saturées. Et puis, il y avait tout ce que je demande d'une histoire. Il y a un début qui est très fort, il y a une dramaturgie et il y a une dernière phrase ou paragraphe. Non, comment on dit ça en français? Acapite. Paragraphe qui renverse tout. Et si on renverse tout à la fin, ça veut dire que des lectrices et des lecteurs ont une pagaille dans la tête. Alors c'est pas fini, c'est pas fermé. Vous fermez le livre et on est toujours ensemble. L'histoire ne finit pas. Et c'est la base de la construction de chaque histoire dans ce livre. Je voudrais juste ajouter, avant que tu me poses une question, si tu as des questions à me poser, que la façon dont tu expliques ton procédé, c'est exactement comme un Nakral. Et d'ailleurs, quand j'ai lu ce livre, j'avais monté pas un Nakral, mais je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est semblable, parce qu'elle aussi, elle interroge les gens, ou les gens viennent se confier à elle, donc elle a des histoires vraies, mais elle les écrit
et conçoit à sa manière. Et c'est ça la liberté d'un véritable écrivain. Oui, mais elle, dans ses livres non-fiction, est fière à ses personnages. Comment ça? Jest, Elle se fie à ses personnages. jest loyale à ses personnages. Ouais. Et moi, mes personnages, si vous voulez, on va en parler. Il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est inventée par moi. Alors, Ouais, il n'y a mais pas de elle cette aussi, obligation parfois, de elle triche, loyauté. On en a parlé avec Madame Khanakra. Bon, Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a droit à faire si on reçoit une histoire, qu'est-ce qu'on peut en faire, où sont des limites. Et Madame Krell dit, il n'y a pas de limite. On vous donne une histoire, on a confiance en vous, alors vous en faites qu'est-ce que vous en voulez. Bon, j'ai une question moi aussi. On va jouer au ping-pong. Voilà, on va voir qui Et mon histoire, mon question est pourquoi tu nous as choisis, moi et mon bouquin. Parce que je vous aime, toi et ton bouquin. Maintenant, mais avant. Mais avant, j'aimais le bouquin. Non, j'ai lu, enfin, à vrai dire, la plupart du temps, les livres que je traduis, je les propose aux éditeurs. Bon, j'ai cette chance, j'ai commencé comme ça en proposant des livres, donc c'est une plus grande liberté pour un traducteur. J'ai rarement travaillé sur commande, ça m'est arrivé, mais en général, j'apporte un livre et soit je signe, soit je ne signe pas parce que les éditeurs n'acceptent pas tout. Mais quand ils acceptent un auteur, par exemple, comme un Nakral ou comme Andrzej Stasiuk, après ces auteurs écrivent le livre, donc continuent à l'écrire, donc ça se fait un peu après automatiquement, je n'ai pas trop de travail à faire. Mais ce livre-là, je l'ai lu à la sortie en polonais et je le trouvais formidable. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas proposé tout de suite. Parce que peut-être j'avais autre chose sur le métier, comme on dit. Mais j'ai tout de suite trouvé ces livres formidables. Et puis, quelques années plus tard, l'éditeur Actes Sud, pour qui je travaille dans le domaine de la littérature polonaise, m'appelle. Ils me disent, on a reçu, je crois que c'est ton agent, ou je ne sais pas qui, en tout cas, ils ont reçu le livre polonais et ils me disent est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Donc moi, j'ai déjà lu le livre, je dis je pense que du bien, c'est formidable, je m'aime bien le traduire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et vraiment, je trouve que c'est un livre, bon, peut-être je répète trop, c'est formidable, mais c'est vraiment un très, très grand livre, un très grand petit livre, qui a d'ailleurs eu beaucoup de très bonnes critiques en France et qui était dans la première sélection du prix Femina, ce qui est très très rare pour de figurer sur des sélections des prix français pour des auteurs polonais. J'ai eu beaucoup de chance avec les traducteurs, parce que presque toutes les traductions, il y en a aux alentours de 10 maintenant, de ce livre, étaient proposées par des traducteurs. C'était pas le boulot de mon agent, c'était pas le boulot de ma maison d'édition. C'est une personne qui a lu, qui a aimé et qui voulait se partager dans son pays. Et c'est comme ça que ça a marché presque chaque fois. Et donc, ma question, tes rapports avec des traducteurs, et plus largement, qu'est-ce que tu penses en général de la traduction? Est-ce que tu trouves que c'est important? Enfin, je ne te demande pas de juger la traduction, mais est-ce que tu penses que c'est important d'être traduit? Est-ce qu'en écrivant, par exemple, tu penses, tu penses éventuellement aux lecteurs étrangers? Parce qu'il y a des écrivains qui pensent, qui se disent, bon, ça, je ne mets pas ça comme ça parce que c'est un peu trop polonais, donc ce serait peut-être mieux que ça soit un peu plus large. Je pense que certainement ce n'est pas ton premier souci, mais est-ce que c'est important?
avec ce livre, je n'ai pas eu la moindre idée que ça va être traduit. Alors, en écrivain, j'y ai pas pensé. Mais après avoir travaillé avec plusieurs traducteurs, tu le veux ou tu le veux pas, tu as ça dans la tête. Et tu te dis, bon, cette phrase, je l'écris plus, qu'elle soit beaucoup plus universelle que typiquement polonaise, point d'interrogation. Il y avait un moment où j'écrivais, je préparais un texte pour traducteur. Je me disais, cette fois-ci, ça ira comme ça. Maintenant, je laissais tomber parce que j'ai le plaisir d'écrire en polonais. Je le fais, c'est de la liberté. Alors, je me mets pas dans une cage de penser au traducteur. C'est mieux pour le texte, c'est plus intéressant pour le traducteur, je pense. Mes traducteurs, il y en a qu'on est devenus très proches. Et il y en a, comme par exemple le traducteur qui a fait la traduction, une de première en hébreu. On m'a dit comment il s'appelle. Alors je le retrouvais sur le réseau. Et je lui ai écrit. Je suis très content, je me suis présenté, je lui ai dit, je suis à votre disposition. Et il m'a écrit merci. Et c'est le moment où, si tu as un niveau de. Ça, je ne sais pas comment on dit. Poczucie kontroli, comment on dit Non, poczucie kontroli w ogóle. Besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, voilà. Control freak. Control freak. Moi, j'en suis un, c'est sûr. Ah oui, tu contrôles. Tu as besoin de superviser un peu de... Enfin, j'essaye d'être adulte, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et comme quelqu'un prend ton enfant et en fait ce qu'il veut, tu te dis, fais gaffe, c'est un peu à moi aussi. Si tu as doute, consulte. Si tu ne consultes pas, je m'inquiète. Et lui, rien. Et puis après, j'ai vu le bouquin. En plus, il est en hébreu, je ne lis pas en hébreu. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le bouquin en français est comme ça, le bouquin en hébreu est comme ça parce qu'il n'y a pas de consonne. Alors ça... Il n'a peut-être pas tout traduit. Hein. Très marrant. Alors, la coopération avec lui n'existait pas. Je le rencontrais une fois, j'avais une rencontre avec des lecteurs à Berlin, et puis à la fin, il y a un mec qui est au premier rang, il me dit « c'est moi, je traduis votre bouquin en hébreu ». On se dit « bonjour ». Et il est parti. Alors, c'était pas comment dire, quelqu'un qui cause beaucoup. Voilà. C'est pas un bavard. Pas un bavard. Mais j'ai des relations très proches, par exemple, avec mon traducteur américain qui a fait déjà 2 de mes livres, Sean Bai, qui n'est pas polonais du tout, qui a appris la langue polonaise et qui fait un travail fou pour comprendre de quoi il s'agit dans les livres. Il a lu plus de livres sur des juifs polonais que j'en ai lu. Il fait tout pour comprendre la Pologne, la question juive en Pologne.
La relation avec lui est tout à fait différente que la nôtre, parce que nous, on est de la même culture. On peut dire on était voisins, on ne se connaissait pas, mais Margot habitait, dans le temps où elle habitait en Pologne, dans le même quartier que moi. Et Sean habitait à Philadelphie. Alors, c'est pas le même quartier. Avec Sean, on est en contact quand il travaille sur mes bouquins. On est en contact permanent. Il m'envoie des questions, il apprend, et ça me fait plaisir. Parce que le control freak fonctionne. Et à part ça, je suis sûr, je sais où il y a des trappes pour les gens qui sont pas que le polonais n'était pas leur première langue, des pièges. Ouais. Ben voilà. Et donc, globalement, tu fais confiance à tes traducteurs ou pas? Écoute, je peux pas peux dire pas tout que je contrôler en néerlandais, par exemple. Non, en plus, c'est une industrie, tout ça. Il y a moi qui commence à écrire un bouquin, et puis après, il y a une maison d'édition, et puis après, il y a des traducteurs avec leur maison d'édition. Je ne peux pas me mêler dans tout ça, mais j'ai une tendance à demander comment ça va, si vous avez des problèmes. Je sais où il y a des problèmes. Si on ne demande pas ce mot-là, cette phrase-là, je sais qu'il y aura des problèmes. Juste pour répondre à ce que tu disais par rapport aux traducteurs qui ne posent pas de questions, il y a deux sortes de traducteurs. Moi, je faisais partie de traducteurs enquiquinants, mais vraiment emmerdants, si je peux dire, qui posaient plein de questions. Parce que je trouvais... c'est pas forcément parce que je ne comprenais pas, enfin, bien entendu, quand il y avait des problèmes de traduction, je voulais dire, mais je trouvais que le contact avec les auteurs, c'était quelque chose de... Quand je commençais, ça me valorisait, je trouvais que c'était très important, et comme ça, on noue des relations d'amitié avec les auteurs, et en général, les auteurs répondent vraiment très gentiment. Mais, parce qu'on est dans votre main. Oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a d'autres, comme je traduis aussi Olga Tokarczuk, enfin je fais partie des traducteurs d'Olga Tokarczuk, et Olga Tokarczuk organise tous les 2 ans à Wrocław ou dans la région de Wrocław les rencontres, enfin c'est la fondation d'Olga Tokarczuk, les rencontres avec ses traducteurs. Donc on est en général 30, 35. C'était la 2e édition l'année dernière. Et comme ça, on parle, on a un groupe sur Internet, et comme ça, on parle, on échange nos expériences de traducteurs. Et c'est très intéressant, et des très bons traducteurs, il y a certains qui m'ont dit, moi je pose jamais, traducteur d'allemand, je ne pose jamais des questions au traducteur parce que je trouve que ce n'est pas son problème, c'est le mien. Et c'est moi qui dois le résoudre. Et c'est pas qu'il est timide. Je crois pas, et c'est vraiment quelqu'un qui a... Et ça m'a interpellée, je me suis dit, bah oui. Je me suis posé pourquoi, parce que moi je posais trop de questions, hein, donc parfois c'était... et je trouve que c'est vrai, c'est finalement pourquoi embêter quelqu'un. Enfin, embêter, il faut quand vraiment tu as un problème et tu ne comprends pas, évidemment, je te posais quelques questions, mais pas beaucoup, mais quand même. Mais je respecte tout à fait les gens qui se débattent avec le texte, qui sont seuls face au texte et s'arrangent comme ils peuvent. Peut-être à la fin, la traduction est très bonne. Hein. Stachuk, par exemple, contrairement à toi, il dit « Moi, le livre est terminé, ce n'est plus mon problème. Tu fais ce que tu veux. » Là, parfois même quand je pose des questions, « Ah oui, c'était où? Quelle page? Je ne m'en souviens plus. » Donc, et juste parce que toi, tu parles français. Et donc, c'est... pour un traducteur qui traduit un auteur qui parle la langue, ça peut être un plus, ça peut être une calamité, ça peut être
Et je me souviens plus exactement d'une autre. Parce que J'ai à un une question moment, comme ça. ah Parce que oui, parce qu'à un moment, on se connaissait pas, donc on s'est donné rendez-vous sur Skype. Et c'est là, je crois, que on tu se m'as voit dit. la première fois. Voilà. Margot me dit, on parle, et je lui dis, est-ce que vous avez fini? Oui, est-ce que je peux le lire? Tu dis, vous lisez en français? Je dis, oui. Et il y a un silence. Et puis après, ah bon, on aura des problèmes ou pas? Pourquoi tu as demandé ça? Ben, je ne sais pas, mais finalement, on n'a pas eu trop de problèmes. Non, c'était plutôt... Non, on est devenus copains. On est devenus amis. Amis. Ouais. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui peut-être vont se lancer dans la traduction. C'est un très beau métier, mais difficile comme c'est pas possible. Mais écrit que ça ne doit pas être facile non plus. Mais tu as plus de liberté que le traducteur qui a quand même une matrice qui ne peut pas changer un mot et tout ça. Mais si jamais vous allez peut-être le faire, c'est un métier qui est quand même très... qui donne beaucoup de plaisir, qui est ce n'est pas seulement de l'artisanat, mais de la création, et que les rencontres, les rapports avec des auteurs, c'est très enrichissant, et ça vaut la peine. Et dis-moi si je peux me permettre. Permets-toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le bouquin? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient intraduisables? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Rien n'a marché, c'est très bon. C'est pas une bonne nouvelle, ça, écoute. Non, mais comme le livre était sélectionné pour des prix et des bons, donc je peux... qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas si je peux te donner un exemple concret, parce que je ne me suis pas préparée à cette qu'est-ce qui est le plus difficile? Mais qu'est-ce qui est plus difficile dans la traduction, dans ce livre? Globalement, tout est difficile. Donc ce n'est pas tellement positif. Je ne sais pas si je veux... Enfin, pour moi, hein, c'est pas forcément pour... C'est un défi, et même les livres que je me dis, ah, ça c'est facile, ça va aller vite, il n'y a pas tellement de problèmes linguistiques, il y a toujours des problèmes, même des choses très simples. La simplicité n'est pas forcément facile à transmettre. Et parfois des choses très simples, il y a 3 phrases ou 4 phrases. Bon, en polonais, ça coule de source, c'est fluide. En français, ça paraît plat. Donc, ce qui n'a pas marché, le titre. Alors, le titre, moi je me souviens qu'on en a discuté. Et je me souviens très bien que tu m'avais dit, moi j'aime bien les titres courts. Et c'est vrai que c'était un mot. Le livre, je crois que c'était le suivant, confidentiel, c'était un mot. Et moi en général, je tiens compte, je préviens l'auteur, le traducteur, pardon. Et donc, Reivar. Évidemment, traduire Reivar en français, on peut, évidemment. De toute façon, même en polonais, Reivar, c'est un mot yiddish. Donc, les Polonais savent, je pense que la plupart savent que ça vient du yiddish. Il y a beaucoup d'emprunts de yiddish. Mais en tout cas, utilise le mot. C'est une charge. Mais utilise le mot. Je veux dire, ce mot-là fonctionne dans la langue. Ce n'est pas un mot complètement que la moitié de Polonais ne comprennent pas. Donc, c'est vrai qu'on peut remplacer par, je ne sais pas, Rozgad, Jarzamieszanie, Hałas, etc. Bon, en français, déjà, trouver un mot yiddish, enfin, ou prendre le mot Reivar ou le transcrire ou quelque chose comme ça, mais ça ne fonctionnerait pas parce que personne ne comprendrait, ne saurait pas d'où ça vient. Donc, moi, j'ai eu... on peut... en français, on peut, je ne sais pas, vacarme, chahut, confusion même. Moi, je crois que je te proposais un moment confusion. Parce que pour moi, mettre l'accent sur le bruit, je ne le sentais pas comme ça. Pour moi, c'était plus, il y avait quelque chose, c'était un bazar pour moi. C'était vraiment une confusion de plusieurs choses. Et pas seulement le côté, je ne voulais pas mettre le côté bruit en avant. Après, je crois qu'on est, rumeur.
rumeur au pluriel, parce que ça voulait dire, il y avait le bruit, comme je sais pas, rumeur de vague, et en même temps, rumeur, le potin, on dit quelque chose. Et ici, on ne sait pas, est-ce que c'est raconté, quelqu'un a dit quelque chose, etc. Je me souviens, ça ne t'avait plu, même. J'étais toute contente, je dis ça à l'éditeur et tout. Moi aussi, Et j'étais puis, content en ce moment. blanc, je vois ce titre-là. Alors, il se trouve que l'auteur avait la version américaine, et il trouvait, l'éditeur, pardon, et ils étaient ravis. Le titre, ils ont fait, c'est toujours, Pas moi. c'est commercial, et ils ont des gens qui sont payés pour ça, pour évaluer les titres, et voilà. Ça, à la rédaction, ça a beaucoup plu, donc ça marche, etc., etc. Même retenir le titre, moi je dis toujours rêve, même là, je voudrais leur Oui, demander mais la pardon. phrase, mais le ça- titre polonais, français et l'anglais est une citation, Ouais. c'est une phrase qui existe dans le livre. Oui, 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 oui. Dans les, je crois que c'est mes 5 juifs. Dans le. Et voilà, est-ce que j'ai raté? Là, je veux être. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai raté ou l'éditeur. La phrase qui est citée n'est pas tout à fait la même. Excuse-moi, tu ne sais même pas. Parce que la phrase dans la nouvelle, c'est « Je voudrais leur demander pardon ». J'aimerais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Et c'était à la correction. J'ai reçu les corrections et je trouvais, j'aimerais, bon, c'est plus joli, puis ça raccourcit un peu. Sauf qu'ils ne l'ont pas corrigé pour le titre. Ils n'ont pas eu l'idée de... donc voilà, ça c'est un vrai ratage. Bon, c'est une coquille, personne ne fait attention, c'est dommage, mais voilà. Et juste par rapport à Sean, ton traducteur, j'ai des contacts avec Sean et chaque fois on a traduit plusieurs, enfin pas plusieurs choses ensemble, mais même livre, Foucault à Varsovie de Leginski, et il m'a envoyé le texte anglais, il m'a envoyé des questions qu'il posait à l'auteur, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions là à ce On peut commenter. On peut commenter? Il y avait une question. De Oui. dire pas forcément des questions. Ah oui, 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 voilà, question ou pas question, ou si vous voulez... Allez-y. À vous deux. La première, c'est vous dites que vous aimez contrôler. À quelle part de liberté vous donnez à vos personnages quand vous écrivez? Est-ce que là, vous contrôlez aussi ou est-ce que vous laissez... Oui, mais les personnages fiction. Oui, oui, oui. C'est eux qui te contrôlent. Non, question intéressante parce que on les crée des personnages. On a un contrôle, on les contrôle. Mais bien sûr que la chose qui est la plus amusante, c'est comme ils coupent la laisse. Et votre personnage commence à mûrir. Il marche tout seul. On voit déjà, on sait ce qu'il va faire et il fait quelque chose d'autre. On se dit, ouais, il est plus intelligent que moi, ou plus sensible. Alors, bien sûr que j'essaye de contrôler tout, parce que j'ai une idée où ça doit amener mes lecteurs. C'est ça le but. De faire un trajet d'émotions, par exemple, triste, gai, nostalgique, et tout ça. Je fais ça, et ça, il faut contrôler. C'est pour ça que j'ai écrit des histoires. J'ai pris, il y a une partie qui est vraie, une partie qui n'est pas vraie. J'ai mélangé, il y a des histoires autobiographiques dedans. Ouais, tu même dans le livre à un moment. Ouais. Je m'utilisais pour obtenir un effet. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir les émotions d'un lecteur? Moi, c'est mon but. C'est mon but de les amener là-bas où j'étais
en inventant l'histoire. J'ai inventé l'histoire parce que ce chose-là me touchait. Alors, je me suis dit, je vais partager l'émotion. Et c'est ça mon but. Alors, je fais tout, je vous traîne avec moi pour arriver à la fin et ressentir la même chose. C'est un moment où on peut utiliser des grands mots, de communion d'écrivains, de lecteurs, parce qu'on ressent la même chose. Moi, je peux faire un petit commentaire. Mais les étudiants d'abord. Est-ce que quelqu'un... Parce que vous avez dit que vous avez une question pour nous deux. Par rapport à la traduction, la langue polonaise que malheureusement j'ai oubliée mais que je parlais couramment dans mon enfance, elle est très différente de la langue française. Est-ce que vous gardez ce qu'on peut percevoir comme l'étrangeté de la langue polonaise pour un lecteur français ou est-ce que vous prenez la décision de tout franciser? Très intéressant comme question. Bon, il y a deux courants. Je pense que c'est pas vraiment des courants complètement séparés. Il y a des sourciers et des ciblistes. Des sourciers, ce sont des traducteurs qui trouvent la langue originale, la source, c'est plus important. Enfin, plus important dans le sens, il faut préserver là, comme vous dites, l'étrangeté. Bon, d'autres disent, que c'est mieux, que finalement on traduit pour le public français. Donc, ce qui compte, c'est la langue de l'arrivée. Et elle doit être fluide, elle doit être compréhensible, etc. etc. Je pense personnellement que il faut mélanger les deux. Hein. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on... pour moi, je trouve qu'on traduit pour un lecteur français qui ne connaît pas le polonais. Moi, je ne traduis pas pour les Polonais en France, ni pour les professeurs de l'université en français qui vont travailler, analyser le texte et disent, bon, ça, en polonais, c'est comme ça, en français, le mot est différent. C'est pas ça mon objectif. Pour moi, ça doit être parfaitement, c'est jamais parfaitement, parce que les lecteurs polonais et les lecteurs français n'est pas du tout dans le même contexte, ni culturel, ni de la langue. Mais j'essaye de faire en sorte que le rapport au texte soit à peu près le même pour le lecteur polonais et le lecteur français. Je dis à peu près, parce que ce n'est jamais le même. C'est-à-dire là où il y a une difficulté, parce qu'il peut y avoir aussi des difficultés pour un lecteur polonais, où il y a un style qui est particulier, un peu compliqué, bon, il sera compliqué pour le français aussi, parce que je garde un peu le même niveau de langue ou de style. Parfois, il m'est arrivé là, je n'ai pas l'exemple concret, mais certaines expressions polonaises qui n'existent pas en français. Je me disais, mais c'est quand j'étais plus jeune, et comme ça, je me disais, allez hop, je traduisais, pas mot à mot, mais enfin, je traduisais l'expression qui n'existait pas en français et que j'aurais pu trouver peut-être l'équivalent en me disant comme ça ils vont apprendre, ils auront une expression différente et ils comprendront bien. Je le fais moins parce que je ne sais, parfois ça peut être amusant, mais il faut que ça soit bien en français. Voilà, le but, il faut que ça soit bien, il faut que voilà, fluide, que ça parle, parce que si on bute sur le texte, ça sera toujours la faute du traducteur et non pas, parfois il y a des auteurs qui écrivent, c'est un peu lourd, et ça on le voit à la traduction, on ne le voit pas à la lecture. Quand on lit un livre, ça m'est arrivé, c'est très bien, ça va être facile, et puis on commence à traduire, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Et je ne peux pas forcément traduire, donc on dit toujours que la traduction, le livre traduit, c'est toujours, on perd à la traduction, c'est moins bien que l'original. Je sais pas, c'est différent, c'est forcément différent. Est-ce que c'est moins bien? Ça peut être parfois un peu mieux, c'est quand c'est... voilà, je ne sais pas si je réponds. Moi, j'aurais un petit commentaire, est-ce que vous serez d'accord? C'est aussi une question presque anthropologique, c'est l'ouverture de la société française, du public français à l'étranger.
ça a évolué beaucoup en France, grâce à la communauté, grâce à l'arrivée des beurs, n'est-ce pas? Enfin, la France s'est beaucoup ouverte à l'étranger. Avant, cette école cibliste prévalait, et par exemple, là, le cas de Proust a été traduit dans les années 50, c'est épouvantable. Tout ce qui fait la particularité polonaise est donné. Piernik est traduit par Le Gel, y compris les noms propres. Les noms propres. Il y a une époque où on traduisait tout, maintenant non. Là, on garde les noms propres, donc, bien sûr. Donc, il faut dire que ça a évolué beaucoup aussi en France. Oui. J'avais un petit commentaire pour les changements de titre. D'abord, je trouve Confusion, c'était formidable, parce qu'en même temps, il y a les deux. Cette nouvelle où on confond les Juifs et les Polonais, et la confusion au sens de manque de repères, c'est dommage. Et je disais que parfois ça peut être tellement bien que c'est repris en polonais lors de la réédition. Moi j'ai eu une aventure comme ça quand j'ai traduit Kadish de Grünberg. Je ne pouvais pas reprendre le titre Kadish parce que il y a un recueil de poèmes de Ginsburg qui s'appelle Kadish. Donc il fallait changer un peu. Et je voulais absolument garder Kadish. Donc j'ai ajouté Kadish, Californian Kadish. Donc on a fait en anglais parce que le livre parle de la vie aussi entre deux langues de culture. Et après, quand ça a été réédité en Pologne, ça a été réédité sous le titre Californiski Kadish. Donc c'est rigolo, les titres. Oui, ça peut arriver. Ils vivent leur propre vie et leur propre histoire. Si l'éditeur français, si Actes Sud, n'avait pas en leur possession la traduction anglaise, peut-être ça aurait été... Oui, mais il y a des choses que la question du control freak, bien sûr, ça compte beaucoup pour l'auteur, mais il y a un moment où ça vaut le coup de laisser partir. C'est le moment où on voit la réception du livre, on voit, c'est une deuxième vie qui arrive. Et si on la laisse vivre, ça a des avantages pour l'auteur aussi. Parce que la version américaine, ils m'ont envoyé des couvertures, propositions de couverture, mais ils ont dit notre choix, c'est ça. Et moi j'ai regardé ça et j'ai vu personnage en blouson rayé, mais pas rayé breton, rayé comme ça. Pour moi, ça, c'est Auschwitz. Si ça me plaît ou pas, c'est comme ça. J'ai dit, écoutez, je suis pas... C'est pas mon truc, ça. Mais ils ont gagné. Je n'ai pas fait d'engueulade, mais un mois après, ils m'envoient un link, je l'ouvre. 15 plus belles couvertures de l'année prochaine aux États-Unis. Voilà. Alors je me suis dit, je laisse. C'est eux qui savent mieux. C'est eux qui connaissent le marché, la conscience, la communication. Je ne suis pas le roi de tout l'univers. Il faut laisser partir. Alors, quand ils ont inventé le titre, je me suis dit, je fais tout dans mes livres. Je découpe des phrases qui ne servent à rien. Je découpe des mots qui ajoutent rien. Les phrases peuvent fonctionner sans ces mots-là. Et là, à la fin, j'ai un titre qui fait la moitié de la couverture. C'est comme ça. C'est l'éditeur qui est en dernier décide du titre. Peut-être sauf quand on est un auteur
mondialement connu et très, très, enfin, où ils tiennent absolument à son avis. Mais même, enfin, c'était avant le prix Nobel, mais Olga Tokarczuk pour le livre Prowadź swój pług przez kości umarłych, qui est une citation de William Blake. L'éditeur a raccourci le titre. Et en français, c'est Sur les ossements des morts. Et ça fonctionne très bien. Et Olga adorait. Elle a trouvé, elle a dit, ah ben ça, j'aurais pu mettre ça comme ça en polonais. Oui, parce que c'est le moment où tu te laisses partir avec tes partenaires. La fonction control freak diminue, tu deviens un peu plus adulte et ça devient une aventure. On va peut-être travailler un peu. Êtes-vous prêts à faire une petite traduction? Donc, vous avez cette page-là. Vous avez première. même plus qu'une page, mais donc, est-ce que certains ont déjà traduit ou pas? Enfin, je ne sais pas comment. Où vous Non, voulez. parce que les gens ne connaissent pas, alors c'est bien que non. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, peut-être on peut faire le premier paragraphe. On va vous laisser un tout petit peu de temps. 2 minutes. Allez. 1 minute et demie, ça suffit. Oui, premier Non, paragraphe. là, on rigole, 2 minutes. Non, non. Un quart d'heure. Enfin, on verra. Si celui qui a... Enfin, quand vous terminez, vous dites je terminais. Enfin, on va peut-être trouver un petit quart d'heure. Oui, bien sûr. Alors, un quart d'heure, ça, c'est pas forcément... Il faudrait que vous compreniez que écrire, ça prend peut-être beaucoup de temps, mais traduire aussi. Et les gens ne s'en rendent pas compte. On peut... Enfin, moi, je suis très lente, mais ça prend un temps fou. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand des amis savent que j'ai un livre, j'ai traduit, 1 mois après, me demandent « T'as terminé ?» Non. 2 mois plus tard, « T'as terminé ?» Non. Et c'est un livre que je mets, je ne sais pas, 7 mois à traduire. Et ils pensent que, bon, on s'assoit, paf, on a tout, et ça, on traduit. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, prenez votre temps, et puis de toute façon, on va le faire ensemble. Ce serait peut-être pas mal de l'entendre. Bien sûr. Moi, j'aime bien avoir... Ah, voilà, oui, oui, tout à fait. Le premier paragraphe. Ouais. Oui? Arkadia. Wiesz, jaka tu jest jesień. Pada, nie pada, z psem wyjść muszę. Spotykam różnych miotających się po mojej dzielnicy nieszczęśników ze świata. Noszą znaki rozpoznawcze. W jednej ręce plan Warszawy, w drugiej plan getta wydrukowany z internetu. Pojawiają się przez okrągły rok, ale jesienią mi ich najbardziej żal. Rozglądają się wokoło, z daleka widać, że są bezradni jak dzieci. A ja stoję z psem i ważę. Pomóc? Nie pomóc? Czasami podchodzę, chociaż mój angielski jest tak kiepski, że za bardzo z nimi nie pogadam. Tylko miło się uśmiecha mi Can I help you? Głównie szukają Bunker Milla i Rapaport. A ostatnio doszło jeszcze muzeum. Muzeum to łatwizna, bunker też szybko zrozumiałem, ale Rapaport zajął mi trochę czasu. Alors, je vous préviens, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, non seulement du point de vue linguistique, enfin la langue, mais il y a aussi un contexte. Et quelqu'un qui connaît un peu la Pologne, Varsovie, saura tout de suite de quoi il s'agit, et d'autres peut-être pas tout de suite ou pas du tout. Mais il y a Internet, on peut tout trouver. Bon, on commence parce que de toute façon, je ne sais pas trop comment on procède dans ce genre de... Est-ce que... Un collègue m'a dit... est-ce que... peut-être il y a des volontaires qui se lancent et qui... Non, d'abord, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes dans ce petit passage? Ne me dites pas tout, mais... Oui. Alors que transcrire en français les mots entre
Anglais. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, ça c'est, ouais, pourquoi pas, oui. Autre chose. Zaczekaj, żeby co było najtrudniejsze? Pour transcription, parce que tu écris en polonais, il y a Canalai, Helpio, etc. Donc ça, il faut laisser, il faut le retranscrire en français, mais il faut laisser, il ne faut pas l'orthographier correctement en anglais. Voilà. Donc ça, je pense que tout le monde se dit oui, ça paraît évident. Bon, est-ce que... je ne suis pas très joyeuse, en fait. Tu es devenu prof à la Sorbonne maintenant. Oui, mais le niveau était plus bas. Il ne faut pas le franciser, mais je me pose la question, par exemple, sur Can I help you, est-ce que si on voulait faire un français qui, de manière phonétique, veut retranscrire une phrase en anglais qu'il ne comprend pas, est-ce que c'est comme ça qu'il l'écrirait? J'ai un doute sur le J, non? Oui. Ah non, c'est pas comme ça qu'il écrirait. Ben, c'est juste... Moi, j'ai écrit autrement. Hein. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas révéler. Est-ce qu'il y a une personne qui a tout traduit? Est-ce qu'il y a une personne qui a traduit le mot miotające się? Oui. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, c'est la même chose. Je pensais la même chose. On a mis Traîner. No, traîner to jest bardziej ciągnąć, nie? Tak. Non, entraîner quelqu'un, entraîner quelque part. Mais traîner, ça veut dire qu'ils se baladent, là, qu'ils traînent, alors que errer, ils sont perdus. Oui, mais errer, c'est quand même trop. C'est błądzić plutôt. Oui, c'est beaucoup plus affolé. Oui, mais je crois que t'as trouvé autre chose que errer? Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai ajouté, je fais une sorte de courir, affoler, tu vois, des choses comme ça, s'affoler. Déambuler. Non, déambuler, c'est pas ça. Non, déambuler, c'est flâner, c'est pas pareil. Flâner. Moi, j'ai encore autre chose. Je complète. Mais Vas-y. bon, Et si on rajoute un adjectif ou un adverbe, errer désespérément? Bah, de toute façon, il faut mettre. Mais désespérément, quand tu mets des Autre chose, je pense que ça fait errer. mais il faut aussi. Jeszcze liczników masz. Non, les malheureux. Les malheureux, qui errent. Qui errent désespérément. Parce que en traduisant, il faut aussi se... Enfin, je ne veux pas dire que quand il y a 3 mots en polonais, il faut 3 mots en français. Non, mais il faut un petit peu garder... Il y a toujours un rythme dans un... Donc on peut peut-être pas trop développer. Il faut plutôt... les mots, c'est très important, mais le sens, c'est encore plus important. Enfin, les deux, il faut mélanger. Bon, la première phrase ne pose pas trop de problèmes. Est-ce que quelqu'un peut lire la première phrase en français? Tu sais comment est l'automne ici? Moi, j'ai autre chose. Tu sais comment est l'automne ici? Est-ce que c'est vraiment... parce que là, dans la phrase polonaise, tu es sûr... Enfin, on est sûr que la personne sait comment c'est. C'est mot à mot, vraiment. C'est très fidèle. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Moi, j'ai un petit truc. Allez, vas-y. Non, moi, je pensais... Mince, excusez-moi. Je t'appelle plus tard. Ah non, mais c'est pour... donc, tu connais nos automnes ici ou nos automnes... Tu connais nos automnes? Oui, enfin, bon, là, juste quand je regarde ce texte, enfin, mon texte, hein, et que là, je travaille avec vous, je pense que je l'aurais traduit différemment. Hein. Maintenant. Oui, bah, je pense que la traduction, il y a pas, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de traduction idéale. Moi, il y a des bonnes traductions, différemment. mais la traduction est vraiment le produit d'une lecture. Et chacun lit et comprend à sa façon. Bon, la phrase en français, enfin, ma phrase, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres, c'est « Tu sais bien quel temps il fait ici en automne ?»
C'est Alors, C'est pas après, pada nie pada. alors après, voilà. Après, pada nie pada. Comment c'était en polonais? Pada nie pada. wyjść muszą. Chcę wyjść muszą. Voilà. Alors là, ici, pada nie pada. Comment vous avez... Voilà. On ça comme ça, parce qu'on peut, on peut traduire qu'il pleuve ou pas, ou s'il pleut, ou s'il ne pleut pas, ou je ne sais pas, mais il y a une expression en français, qu'il pleuve ou qu'il vente, je dois sortir mon chien. En plus, ça a un rythme. J'aurais gardé un côté plus, je sais pas, oral, plus, comme ça, comme en polonais. Parfois il pleut, parfois pas, mais le chien, il faut quand même le sortir. C'est un, je sais pas, moi Oui, je... mais c'est- Pada nie pada, mais pada nie pada aussi, c'est une, qu'ils peuvent, qu'ils vendent, enfin, mais ça me paraît, c'est aussi une sorte d'expression pada nie pada. Ouais. Alors, ensuite, la phrase qui a posé, on a discuté spotykam różnych miotających się po mojej dzielnicy nieszczęśników ze świata. Alors, Ça, c'est impossible. j'ai trouvé autre chose. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que j'aurais fait autre chose aujourd'hui. Alors, je croise ainsi, dans mon quartier, nombre d'étrangers paumés venus du monde entier. Parce que dans paumés, c'est ils sont... parce que traduire qui errent, les malheureux qui errent... Mais ça, C'est pas bien, mal. hein? Paumé, c'est bien. Tu vois? Mais si tu mettais venu des quatre coins du monde, Bah, pourquoi pas, mais j'ai pas mis là, j'ai pas pensé à ce... non mais je donne ce qu'on fait. Alors, ensuite, mają znaki rozpoznawcze. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Ils ont les mêmes signes distinctifs, les plans de Varsovie dans une main et les plans du ghetto dans l'autre, téléchargés sur Internet et imprimés. Après, est-ce que quelqu'un a la phrase suivante? Est-ce que quelqu'un voudrait lire la phrase suivante ou pas forcément? Et c'est quoi déjà? Rozglądają się. Ah oui. Ils sont facilement reconnaissables. Oui. Il vient tout au long de l'année, mais c'est en automne que je les plante le plus. Ils lancent des regards inquiets tout autour et on remarque de loin qu'ils sont désemparés comme des enfants. Moi, je suis là avec mon chien et je me pose toujours la même question, perplexe, aider ou ne pas aider. Alors tout ça peut être traduit différemment, vous voyez, mais bon, là, au moment où je traduisais, je trouvais ça. C'est pas que c'est la meilleure solution, mais c'est pas la pire peut-être non plus. Parfois, je m'approche, même si mon anglais est très mauvais. Alors là, je mettrai autre chose que très mauvais, mais bon. Et que je ne risque pas de me tailler une causette avec eux. Bon, là, je fais un peu, c'est pas gothique, mais familier, parce que Kiepski était le... J'affiche un aimable sourire et je demande can I help you? Alors, j'ai orthographié C-A-N-A-I tréma E-L-P-I-U. Bon, là, le français, ça se lit et ça se comprend. La plupart du temps, ils cherchent le Bunker Nila et le Rapaport, et tout dernièrement, les muséums. Je ne sais pas, muséum, mais aussi entre... Ouais, mais c'est pareil, là c'est pareil. Pourquoi muséum? Pourquoi pas musée? Muzeum. No jest muzeum, nie jest muzeum. Zobacz, jest mu. Ouais, parce que... Muséum. Non, parce que non, c'est ça eux vient qui ici. ils se communiquent D'accord, non, ça c'est la retranscription. en anglais et lui il fait une transcription
transcription. Non, c'est quand Voilà. on Ouais. était passé Oui, parce au qu'il Japon. parle anglais, tu vois, il Oui, fait oui, la non, mais, transcription. non, mais- Le musée, c'est fastoche. Oui, Pour oui, le ça- bunker, j'ai compris rapidement, mais pour le Rapaport, m'a posé quelques problèmes, je l'avoue. Alors, Et il m'a posé aussi quelques problèmes, je l'avoue. Ouais, mais il faut dire, expliquer Voilà. ce que c'est Voilà, alors est-ce Bunker que vous Mila. avez compris, déjà tout ça, hein, Ouais. est-ce que vous avez compris de quoi on parle dans ce texte? Le muséum, le bunker Mila, le quoi encore? Bunker Mila, Rapaport et muséum. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Oui, Bah, non? non, Bon, c'est tu pas ex- possible de comprendre. tu expliques. Moulin. Bah, si, ils doivent comprendre. Ils ont fait Bah, ils Hanakra ont- la première année. Bah, on a- Mais ils ont peut-être oublié. Avec les quatrièmes années, on a fait notre. Je vais vous dire. On a traduit. Mhm. Bon, alors je traduis. Bunker Mila, c'est un. Comment on dit? Un bunker. Un bunker. Ben voilà, c'était facile. C'est un bunker où les militants du ghetto de Varsovie ont commis un suicide Collectif. collectif. Ok, donc, tout ça, c'est les quartiers du ghetto. Hein. Ça concerne, donc, je suppose que vous avez bien compris, ça se passe sur le terrain, enfin le quartier de l'ancien ghetto. C'est des vestiges qui. Et aujourd'hui, il y a un petit puits, on peut dire? Non, comment on dit? Une petite montagne, un petit. Une petite colline, enfin une petite butte. Voilà. Il y a des marches. Enfin, c'est une commémoration. Des visiteurs, des touristes qui viennent font un trajet. Primo, monument Rapaport, c'est un monument, comment on dit, Jejba. C'est une sculpture, un monument à la gloire des. À la gloire des Combattants. militants, combattants, De l'insurrection. soulèvement ghetto. du ghetto, soulèvement qui a eu lieu en 1943, mois d'avril. Alors il y a le monument, après le bunker, c'est un trajet. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il y avait? Muséum. Le musée qui est déjà une partie du quartier, mais il a 10 ans. Avant, il n'y avait rien. Il y avait une pelouse. Maintenant, il y a un musée qui a un bâtiment impressionnant. C'est un musée de l'histoire des Juifs polonais. Qui s'appelle Pauline. Vous avez peut-être visité, je ne sais pas. Pauline, qui en hébreu veut dire Pologne, mais aussi Paul-in, repose-toi ici, repose ici. Oui, on se pose ici. On se pose ici. Pas pose, repose. Le rose, c'est- Odpocznij tutaj. Mais reposer, c'est aussi quand tu es mort. Ouais, Donc mais là, c'est c'était pas pas dans le, ce sens. c'était pas. C'est pas On dans n'a ce pas prévu sens-là. ça dans le nom. Alors, ça a un contexte du ghetto de la seconde guerre mondiale, De etc. l'insurrection. L'insurrection de soulèvement de Varsovie, du ghetto, qui est aussi à Varsovie. Ben voilà. Et donc, on suppose en lisant ce texte que les touristes étrangers, et de toute façon, il précise que c'est la plupart du temps les Israéliens ou les Américains. Bon, ils ne disent pas le monument à la gloire de. Ils disent Rapaport. Parce que ça a été fait par M. Rapaport. Voilà, parce que le sculpteur s'appelait Rapaport. Donc, moi, en traductrice consciencieuse, Rapaport, je savais que c'était le nom du sculpteur, mais je vais quand même sur Internet pour vérifier l'orthographe, etc. Et je vois que, bon, peu importe, en polonais c'est Nathan Rapaport. Nathan en polonais n'a pas de H, qu'en français, donc là c'est le H. En français,
c'est Nathan avec TH, mais Rapoport avec un O. En allemand, c'est Rapaport avec 2 P. En italien, en néerlandais, c'est Rapoport. Donc, il y a dans plusieurs pays, c'est O. Et c'est quelqu'un qui est connu, qui figure dans les encyclopédies. Donc, en général, la règle, quand vous avez le nom qui est connu, vous laissez tel qu'il est utilisé dans les pays, la langue vers laquelle le traduisait. Donc, je me souviens, j'étais appelée et je te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la paporte? Est-ce que je change? Je mets la paporte. Et tu me dis, non. Parce que j'étais encore en époque de control freak. Voilà. Et tu me dis, non, parce qu'en polonais, c'est ça, tout le monde dit ça, donc moi, je veux garder. Tu m'as dit, je veux garder mon lapaporte. Et donc, je laissais le lapaporte, parce qu'à la limite, de toute façon, personne ne vérifie. Et non seulement j'étais tellement, tu vois, j'allais dans ton sens, bon, on va garder en polonais. Et j'ai quand même mis une petite note en bas de page à côté de la paporte. Et j'ai marqué le surnom donné parfois au monument aux héros de ghetto de Varsovie en référence à l'artiste Nathan Rapaport, responsable de la conception des sculptures. Et là, j'ai mis Nathan à la polonaise, Nathan sans H. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais mis quand même un H, mais je ne sais pas si... Parce que moi, je me suis posé la question, parce que quel est le public qui lit ça? C'est un public qui est quand même assez lié à tout ça. Et d'après ce que je me souviens, vous me corrigerez, mais il vivait en France, Nathan Rapaport. Et le monument a été fait en France et il est arrivé à Varsovie en 1948, de France. Donc il y a les milieux de la Moye, etc. Je ne sais pas s'il l'a fait en Pologne ou ça a été transporté en 1948. Il me semble que ça a été transporté de D'accord. France, parce que ça a été fait tout de suite après la guerre. Et en Pologne, il n'y avait pas grand-chose. Il est venu, Carolina, toi tu sais. Quand je me rappelle. Mais donc c'était Le quelqu'un. mémorial de la Shoah utilise Nathan sans H. Sans H. Donc voilà. De toute façon, il y a toujours des problèmes. Comme je traduis en nacral, je suis assez sensibilisée à ça parce que tout ce qui est les noms propres qui sont en polonais, mais c'est c'est pas la traduction, mais la transcription de yiddish. En français, c'est pas du tout la même transcription. Il y a des voyelles qui changent. Il y a ou même pour la prononciation, quand vous avez yod, c'est-à-dire J, en français on lit différemment. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc voilà, on a terminé avec la paporte. Est-ce qu'on... on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne sais pas si on fait qu'on continue la traduction. Vous avez la totalité du texte? Oui, vous avez la totalité. Est-ce que vous pouvez... Écoute, peut-être... Oui. Pour justement, tu as dit l'émotion, etc. Silisto. Et la question, est-ce que c'est bon polonais ou qui n'est pas si bon que ça? Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez le lire rapidement? Parce que je pense que là, 2 pages, ça se lit vite. Et la question, c'est plutôt parce qu'il s'agit d'un Polonais qui aide les touristes juifs qui viennent. Il est gentil avec eux, il est aimable, il les conduit. Et à la fin, voilà, la question, c'est que Mikołaj a dit qu'il aimerait, quand il écrit, que l'émotion qu'il veut introduire dans le texte, il aimerait que le lecteur ait la même émotion en le lisant. Et la question, c'est est-ce que ce polonais est vraiment un bon polonais ou pas un bon polonais? Parce que pour moi, ce texte est vraiment, c'est assez équivoque, c'est pas du tout, je pense qu'on peut avoir plusieurs interprétations. Voilà, comme ça, lisez vite fait, et puis on... Je peux le lire à haute voix. Voilà. Oui. Alors, deux derniers paragraphes. C'est ça? Non, parce que... Non, à partir de... Non, albo tu.
Odtąd do końca, tak? Do końca. Dobra. Normalnie to prowadzę ich do tego bunkra prostą drogą, ale gdy są jakieś wykopy, zmieniam trasę, omijam, bo boję się, co mogliby tam zobaczyć. Nauczyłem się tego przy młodych ludziach, chyba z Izraela. Idziemy, miło się uśmiechamy, piękna pogoda albo lato i nagle oni się zatrzymują i zaglądają w taki dół. Stoją trochę dalej, ale nie muszę podchodzić, żeby wiedzieć, co tam zobaczyli. Odwracają się ode mnie i pytają: Human bones? No i co miałem powiedzieć? Pokiwałem smutno głową, oni zresztą sami zrozumieli, szukali tylko potwierdzenia. Stoją tak we dwoje, łzy im z oczu kapią, a ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Gdybym umiał, to bym się odważył powiedzieć, że też płaczę nad tymi kośćmi. Bym ich objął, a może sam bym się do nich przytulił? Wolę starszych turystów. Są sympatyczniejsi, bardziej otwarci. Z nimi więcej rozmawiam przez te paręset metrów. Młodzi często traktują mnie jak kogoś, kto chce wyłudzić pieniądze. Łykam te niewypowiedziane zniewagi. Wiem, że na miłej Rue du Bois będą już chcieli się mnie pozbyć, a niektórzy spróbują mi zapłacić. Z tym sobie radzę. Najgorzej, jak przy tych podziękowaniach pada "You are a good Paul". Nawet nie umiem im wytłumaczyć, jak bardzo mnie ranią. Gdyby wiedzieli, że od 10 lat zbieram wystające z ziemi kości i szukam dla nich godnego miejsca, to może powiedzieli, że jestem very good Paul. Kiedyś zawiadamiałem urzędy miejskie. Prosiłem, żeby zajęli się pochówkiem tych kości. Później dzwoniłem do różnych organizacji żydowskich. Szukałem kontaktu z gminą żydowską, ale zrozumiałem, że rabini ze względów religijnych będą walczyć o wstrzymanie robót i przestraszyłem się, jak zareagują mieszkańcy. Już nigdy nie dzwonię. Przychodzę nocą i zbieram te kości do plastikowych torebek. Z początku nosiłem je na cmentarz żydowski i po cichu grzebałem pod samym murem. Ktoś mógłby jednak pomyśleć, że nie zakupuję, ale wykopuję. Ostatnio znalazłem dla nich idealne miejsce. Mam nadzieję, że tamte dusze wreszcie osiągną spokój. Zakupuję je nocami w skarbie przy centrum handlowym Arkadia. Wracam z psem do domu, wierząc, że dobrze zrobiłem. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ce Polonais qui veut faire, qui a des bonnes intentions, hein. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais bon, est-ce que c'est... et d'ailleurs, enfin non, après tu diras ce que toi tu penses de ce Polonais. Parce que moi je suis mitigée. Moi, je le trouve bien. Tu le trouves bien? Enfin, je le trouve dans une situation. Oui, moi je suis pas très... Mais Non, pas tout à fait. je trouve, Alors qu'est-ce qu'il trouve qu'il est bien ce Polonais? C'est un peu préparé. Bah oui. Le texte est très beau. Mais Oui. c'est pas un peu Vous parlez de polszczyzny, czy mówicie o Nie, Polaku? du O gars. Polaku. Du gars. Du On gars. parle du gars. Pas de la langue. Non, non, non. De la langue. Non, on parle du personnage. Non, non. Du personnage de... Moi, je le trouve super. Est-ce que quelqu'un trouve qu'il est pas bien, Méchant. méchant? Ou enfin, qui n'est pas bien méchant, non, mais qui n'agit pas bien, hein. Monsieur? Je trouve que c'est vrai qu'il est dans une situation difficile, mais prendre des ossements comme ça, c'est difficile de faire un enterrement digne. Et se trouve, il prend des ossements comme ça, se trouve c'est des ossements de pas la même personne. C'est un peu juste les prendre et les mettre dans un autre endroit au final. Et sinon, les chiens pissent dessus, puis il se passe rien. Ouais, de toute façon, c'est laissé à l'abandon, non? Alors, explique-nous peut-être. Moi, je le plains. D'abord, moi Moi, aussi, je le plains. Moi aussi, Parce que lui, il y a une expression en polonais między młotem i kowadłem. Quand l'éclume et le marteau. Voilà. Parce que lui, entre les juifs
qui vient à Varsovie, qui sont un peu agressifs envers des Polonais, parce qu'ils comprennent une partie de l'histoire. Ils n'ont pas une perspective pleine, on peut dire, pas trop complète. Voilà. Et entre les Polonais qui en ont marre des Juifs qui se tremballent dans le quartier, sont tristes, leur rappellent l'histoire où les Polonais ne se comportent pas très correctement, dirais-je. Et lui, c'est un Polonais qui veut protéger tout le monde, qui se met dans la merde. Il n'y a pas de bonne solution. S'il enterre des ossements, on dit, Oui. à la cimetière juif, bien sûr, il y a un risque que si quelqu'un va le voir, on va lui dire, mais qu'est-ce que vous creusez ici? C'est défendu, c'est dangereux, ça peut mener au problème avec l'État polonais, la ville de Varsovie, communauté juive, etc. etc. Alors, il a inventé une méthode à lui-même. Il prend des ossements, il les met dans un sac en plastique et il court vers un centre commercial qui est un peu sur un petit soulèvement de la terre, une petite montagne, et qui s'appelle Arcadia, comme Arcadie. Et il creuse, il amène ces Juifs à l'Arcadie. Alors, notre question de traduction, parce que le centre commercial s'appelle Arcadie, et la question c'est, est-ce important le nom du centre commercial? On pourrait dire, je sais pas, Galaxy, comme à Place d'Italie. Pas mal non plus pour enterrer les gens, non? À Galaxy ou en Arcadie. Oui, c'est une contre-éthique. Voilà. Idyllique. Et toi, dans ton traduction? Oui, alors là, c'est en parlant avec toi ce matin, parce que moi, j'ai fait le choix. Moi, le titre, je le sais, Arcadia en polonais. Parce que c'est le centre commercial très connu. Enfin, tous les Varsoviens vont faire des courses à Arcadia, c'est immense. Et je me suis dit, je ne vais pas le franciser, c'est quelque chose qui existe. Mais je ne sais pas, peut-être aujourd'hui j'aurais traduit, mais en même temps je dis Arcadia, c'est aussi, on comprend, hein, et en grec ça ne s'appelait pas Arcadie non plus. Donc je laissais Arcadia, il me semble que c'est compréhensible. Mais là, c'est si quelqu'un traduisait Arcadie, pourquoi pas. Voilà le questionnement éternel de... Je sais qu'il faut finir parce que ouais. Vous avez un parce cours qu'ils ont, ouais. Ils commencent à bailler. de translation. Pas tout le monde, hein, juste les étudiants de master. Bon, dernière question. Est-ce que quelqu'un de vous a une question à poser à Margot ou à moi? Mikołaj. Je vais pas monopoliser. Allez-y. Quelle importance vous mettez sur la musicalité du polonais, le rythme? Moi? Oui. Une grande... je pense que c'est important. Alors après, ça dépend aussi du texte qu'on traduit. Hein. Il y a des textes qui ont un rythme où c'est vraiment beaucoup plus musical, entre guillemets. Par exemple, c'est très valable pour Wiesław Myśliwski, il y a des phrases, vraiment des longues phrases, où il y a des répétitions. Enfin, ça passe très mal en français, les répétitions, mais il y a une répétition voulue.
Donc ça, il faut faire aussi la différence entre... bon, en polonais, il y a la déclinaison. Donc le mot n'est pas forcément le même hein, quand on le décline. En français, quand vous mettez dans un paragraphe ou même dans une page 3 fois le même mot, les correcteurs, oh là là, il faut trouver un substantif, il faut trouver un autre mot, hein, un synonyme, mais ça ne se justifie pas toujours. Et puis parfois c'est voulu, il faut répéter. Donc j'essaye de faire... je trouve que c'est important, la musicalité, il y a un rythme, la musicalité. C'est important. Après, j'arrive ou pas. Hein, je ne dis pas que parce que c'est important pour moi, je fais bien. Mais j'essaye de... Quand il y a par exemple un rythme très haché, donc j'essaye j'essaye de faire comme l'auteur, à peu près. C'est tout. Merci Bon, on vous beaucoup. remercie beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, c'est ça. Margot Carrier. Et Nicolas Grund. Merci beaucoup.